Hi, everyone. Welcome to Bonjour Seeds. tout le monde et bienvenue à Seeds of Change, notre première session virtuelle à l'échelle de l'industrie sur la durabilité de la production. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Aujourd'hui est aussi la journée des déchets alimentaires. Et donc, je suis ici à Toronto, territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga, du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et c'est aussi donc, il y a aussi de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis qui sont ici chez eux. Je suis une personne, une femme d'âge d'or avec des cheveux moyens, donc blonds. Et donc, le monde qui nous entoure évolue rapidement et il est essentiel que nous suivions le rythme en adaptant des pratiques plus durables dans le contenu que nous produisons et soutenons. Une quantité énorme de déchets et de pollution se cache dans les coulisses de chaque production et selon la BAFTA, c'est la British Academy of Film and Television Arts, une heure de télévision produite au Royaume-Uni produit en moyenne 13 tonnes de dioxyde de carbone. Donc, ces émissions représentent presque autant que la personne moyenne produit dans une année entière. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que créateur de contenu dans cette industrie, nous avons la possibilité de modifier cette statistique et de participer à un changement positif dorénavant. Donc, ici, chez le CBC, nous avons publié notre stratégie environnementale quinquennale, le Greening Our Story, donc verdir notre histoire. Donc, nous l'avons produite en juin de 2021 et depuis lors, nous nous efforçons d'intégrer la réflexion environnementale dans tout ce que nous faisons. Cela comprend donc la façon dont nous produisons et soutenons la création et les histoires que nous mettons à notre chaîne. Donc, les documentaires de la CBC informent le public sur l'évolution de notre planète depuis des décennies. Aucun documentaire de CBC ne fait plus que The Nature of Things, qui est diffusé sur CBC depuis plus de 60 ans. Les nouveaux animateurs de Nature of Things, Sarika et Anthony Morgan, donc, sont là pour nous rappeler de cet enjeu. Donc, c'était incroyable d'être avec vous aujourd'hui et c'est un honneur de représenter The Nature of Things avec mon co-animateur Anthony Morgan. Je suis une personne biraciale et je suis une femme. Je porte un chandail une chemise noire. Je suis sur l'île de Vancouver, donc je reconnais les nations Première Nation sur l'île de Vancouver. Et donc, le thème dont nous parlons aujourd'hui, j'ai grandi dans le ménage des Suzuki. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû affronter pour toute ma vie. Je pense que la plupart d'entre nous sont au courant que nous vivons dans un moment critique pour l'environnement. Donc, la science est claire. Nous avons peu de temps, en fait, pour faire un changement transformatif pour réduire nos émissions et essayer de rééquilibrer notre présence dans ce monde naturel. Et donc, on a tous les outils à notre disposition. Donc, quelle est la question? Est-ce que nous allons saisir cette opportunité? Donc, plus tôt cette année, j'ai eu une expérience, disons, formative quand j'ai été derrière une émission qui s'appelle, j'étais animatrice en fait de Survival et donc c'est une émission, en fait, j'étais un peu nerveuse en fait d'embarquer sur ce parcours parce que la dernière chose que je voulais faire, c'était de faire un film sur les changements climatiques qui était déprimant. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai été inspiré avec les personnes que j'ai rencontrées. J'ai rencontré des scientifiques, des leaders autochtones, bon, des personnes qui travaillent au sein de l'industrie des films, qui sont vraiment engagés pour transformer le Canada et pour transformer l'industrie des films. Et donc, j'ai entendu aussi de beaucoup de jeunes personnes qui disaient qu'ils se sentaient énergisés, en fait, par le, le- l'émission parce qu'en fait, c'est important pour eux. Donc, c'est un changement, un virage qui est absolument essentiel est nécessaire. Et donc, au lieu de regarder cela comme étant un obstacle, on devrait le voir comme une opportunité. Et donc, pour un changement positif fondamental. Et donc, les jeunes personnes le voient comme ainsi et ils m'inspirent tous les jours. Donc, je veux terminer en reconnaissant tous ces gens ici
Donc, tous les gens dans cette industrie du film et des émissions télévisées, vous êtes parmi les gens les plus les plus influentiels. Donc, si vous relevez le défi, donc ça va vraiment changer la donne. Alors, j'ai bien hâte d'entendre des autres aujourd'hui et donc j'ai hâte de travailler d'arrache-pied à vos côtés. Donc, merci beaucoup, Sarik. Comme vous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Anthony Morgan. Je suis une jeune homme noir. En tout cas, je le vois comme tel. Et donc, je porte ma casquette à un angle assez cool. Et je suis assis dans un bureau. Pour celles d'entre vous qui ne me connaissaient pas, bon, j'ai eu la fortune d'être dans l'industrie de la télévision depuis 10 ans. Et je suis aussi un scientifique. Je fais de la recherche de Toronto Metropolitan University et j'étudie. Bon, je vais mettre une image à l'écran. Voilà ce que j'étudie. J'étudie les émotions et les comportements des gens qui jouent des jeux. Donc, à l'écran, vous voyez quelqu'un qui vit quelque chose qu'on appelle une victoire épique. Donc, un peu d'anxiété, mais beaucoup de concentration et d'emballement. Donc, quelqu'un qui vit une victoire épique, c'est quand on a un résultat tellement positif qu'on ne pensait pas que ça aurait été possible. Donc, ça va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, étant donné le peu de chance de l'atteindre. Donc, ça agrandit en fait les horizons de ce qu'on peut faire. Et donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour une victoire épique? Bien, tout d'abord, on a besoin d'avoir un objectif et on a besoin aussi d'avoir un obstacle pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est ce que j'étudie. Et dans mon cas, j'étudie spécifiquement les façons que les jeux peuvent changer, les types de conversations que nous avons en lien avec les changements climatiques en particulier. Donc, une valeur, ça peut être, par exemple, de vivre en harmonie avec la planète et il n'y a pas il manque pas d'obstacles pour s'y faire. Et je pense que Sarika a déjà mentionné quelques-uns de ces obstacles. Et donc, un des grands obstacles est qu'on peut se sentir menacé, on peut se sentir découragé quand on n'a pas les ressources nécessaires pour survenir à ces obstacles. Et donc, ça peut nous décourager, on peut avoir de la misère, on peut perdre le courage, etc. Donc, comment s'y prendre? Nous le faisons de deux façons. Tout d'abord, augmenter le nombre de ressources auxquelles nous avons accès, comme par exemple les choses qu'on va voir aujourd'hui. Quelles sont les choses qu'on peut faire pour nous permettre de relever les défis présentés par les changements climatiques? Deuxième chose, comment utiliser le stress de façon positive? Nous pensons que le stress a besoin d'être négatif, mais ce n'est pas le cas. Comme par exemple, quand on joue au basketball, bon, on dit, ben, je joue pour gagner, mais en tout cas, on peut changer notre perspective. Donc, on peut changer notre façon de concevoir le stress. Et donc, ça peut être aussi simple que quelqu'un comme moi qui vous dit que, bon, vous pouvez utiliser ce stress et changer votre physiologie, votre réaction physiologique et augmenter de cette façon-là votre chance, en fait, d'atteindre ce type de victoire épique. Et donc, j'ai bien hâte d'entendre de vous autres. Alors, je vais tourner maintenant la parole à Sally. Merci beaucoup à vous deux. Comme vous savez, CBC fait partie d'un écosystème de contenu. Et comme vous avez mentionné les deux, aucun de ces changements ne serait possible sans vous, nos partenaires de l'industrie, les producteurs indépendants, les autres organisations culturelles et de financement du contenu. Nous voulions créer cet événement pour reconnaître, partager, célébrer tout le travail révolutionnaire de durabilité, de la production qui se fait ici au Canada. Et nous avons plusieurs intervenants incroyables aujourd'hui. Pendant les séances, vous pouvez poser une question
dans Zoom ou dans YouTube. Et donc, nous allons les passer aux intervenants. Et s'ils n'ont pas le temps d'y répondre, bon, on va vous envoyer les réponses dans notre courriel de suivi. Donc, je vais passer maintenant la parole à Chris Shem, analyste en chef de CBC, recherche spécifique. Il va nous aider à comprendre ce que les téléspectateurs canadiens veulent en matière de changement climatique. Je vous passe la parole, Chris. Merci beaucoup, Sally. Bon après-midi et merci de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Chris Shem et je suis analyste principal au sein de l'équipe Custom Research ici au CBC. Je suis un homme et j'ai porté des lunettes et bon, j'ai une chemise rouge avec des points blancs aujourd'hui. Je suis dans mon bureau ici chez moi et donc je vais vous présenter aujourd'hui la recherche, ce que les Canadiens ressentent sur les changements climatiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter leur intérêt. Donc, on a fait passer un sondage en ligne au début janvier cette année. Donc, 2000 Canadiens anglophones y ont répondu. Et donc, vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez apprendre davantage sur la méthodologie derrière cette étude. Mais nous espérons que vous trouverez des éléments ici aujourd'hui, non seulement pour préparer le terrain pour les discussions d'aujourd'hui, mais aussi pour vous donner un élan pour vos propres projets. Donc, la première question que nous avons posée, est-ce que les personnes vivant au Canada se préoccupent-elles réellement du changement climatique? Donc, on a demandé aux répondants de choisir leurs enjeux d'une liste et donc, je montre seulement les top 4 ici. On a les soins de santé, 57 suivi de l'économie à 52 et le logement à 38 et les changements climatiques étaient quatrième avec 30 Donc, le changement climatique a été le plus important dans le passé, était deuxième, par exemple, dans la même étude de l'année dernière, mais il est compréhensible. On comprend que, bon, les gens ont d'autres préoccupations, par exemple, s'assurer de leur logement, etc. Donc, bon, le climat est descendu un peu en termes de l'ordre de priorité. 30 peut sembler peu, mais il faut garder à l'esprit que cela signifie que parmi toutes les directions que les répondants ont pu choisir, près d'un tiers d'entre eux ont décidé de dire que le changement climatique était l'un de leurs trois principales préoccupations. Et même si ce n'était pas parmi ces préoccupations principales, ça ne veut pas dire que les gens ne se soucient pas pour l'environnement. Donc, quand on a demandé s'ils étaient inquiets par rapport au changement climatique, on avait 39 qui se sont dit très préoccupés et 42 assez préoccupés. Donc, 81 8 sur 10 se disaient préoccupés par le changement climatique dans une certaine mesure. Sachant que plusieurs Canadiens s'inquiètent pour le climat, est-ce qu'ils sont stressés au point où ils pensent que tout est perdu, il n'y a, rien qu'on peut y faire? Mais non, la prochaine diapo montre que non, on n'a pas perdu espoir. 40 des répondants ne sont pas d'accord avec l'idée qu'il est trop tard, en fait, pour agir contre le changement climatique. Je tiens à préciser que cela ne signifie pas que 40 des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation, parce que là, il y a eu des personnes neutres, en fait, qui sont également exclues du calcul de 60 Donc, la proportion réelle de personnes activement d'accord est donc inférieure à 40 Une proportion similaire, 59 ne sont pas en accord avec cette... Oups, le son a coupé. Malheureusement, on n'a plus de son. Donc, les créateurs et les influenceurs et les gens qui produisent des histoires, vous avez une opportunité pour changer la conversation. Donc, la prochaine diapo, je vais prendre une pause juste pour vous montrer cette diapo qui présente les résultats d'une autre étude qui a demandé aux répondants à quel point ils étaient intéressés à voir les changements climatiques dans différents programmes. Et donc, je vous montre les top 5 ici. Donc, 43 disaient qu'ils voulaient voir les changements climatiques présentés dans les documentaires. Et donc, la popularité de Planétaire et de Nature Things, etc., d'autres émissions, les gens, ils suivent en fait ce qui se passe avec l'environnement. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, et 35 ont dit qu'ils voulaient les voir dans les séries télévisées ou les programmes télévisés. Et donc, quand on parle des changements climatiques dans les médias, on va souvent vers les documentaires et bon, les nouvelles. Et donc, cela met en relief, en fait, la puissance de ces
émissions télévisées et l'influence qu'on peut avoir en termes d'influencer le discours sur le sujet. Donc, cela met en relief l'importance que les téléspectateurs mettent d'avant. Donc, quand on leur a demandé de mentionner des personnages qui parlent des changements climatiques ou le réchauffement de la planète, etc. Donc, plus d'un tiers disait que avoir donc 40 ici disaient que c'était un peu important et 36 disaient que c'était très important d'aborder la question du changement climatique dans les programmes de divertissement. Donc, 76 déclarent qu'il est important d'aborder le sujet du changement climatique dans une certaine mesure. Donc, tout cela pour dire que les thèmes liés au changement climatique ne devraient pas être limités au domaine bien connu des documentaires ou des informations. Si les gens tournent vers les programmes de divertissement pour se détendre ou pour évader la vie quotidienne, c'est une question que nous voulons voir abordée ici aujourd'hui. Comment donc intégrer les changements climatiques ou l'aborder dans ces programmes? Donc, on a dit que 63 des gens ont dit, on a pris ces gens qui ont dit qu'ils trouvaient que c'est important et on leur demandait comment vous voulez qu'on l'aborde. Et donc, on a donné plusieurs options et on a demandé qu'ils choisissent celles qui veulent le plus. Et donc, la préférence, 63 présenter les effets des changements climatiques, tout simplement. Ce n'est pas un sujet que les gens ne veulent pas voir ou ils veulent faire le tour du pot. Les gens peuvent aller à l'extérieur, aller vers l'extérieur et en fait, ils peuvent être impactés par les changements climatiques immédiatement. Donc, je dirais que, les gens en général veulent avoir des programmes qui sont plus connectés à la réalité. Donc, le deuxième choix, avec 52 est de montrer des personnages ayant un comportement durable. C'est quelque chose auquel nous réfléchissons aussi, donc quelque chose d'aussi simple que de montrer que les personnages utilisant des sacs d'épicerie réutilisables ou recharger une voiture électrique qui peut sembler, on peut considérer cela comme étant des gestes qui peuvent sembler insignifiants, mais cumulés, ils peuvent avoir ils peuvent faire en sorte que la question reste dans l'esprit des gens. En troisième position, nous avons des thèmes du changement climatique montrés passivement à 45 ce qui signifie que même si certains ne veulent pas le climat soit au premier plan, il y a encore une bonne proportion qui est ouverte à ce qu'il soit référence en matière ou une autre. Donc, on sait aussi que les gens disent, ce que les gens disent vouloir et ce qu'ils veulent vraiment ou réellement peuvent être deux choses différentes. Donc, nous voulions mettre certains de ces éléments à l'épreuve. Donc, on a montré différentes courtes vidéos donc on a demandé combien avaient apprécié les clips et si le clip abordait bien le thème du changement climatique. Donc, je vais vous montrer le clip qui a été le plus apprécié. Et donc, c'est c'est une émission un épisode de This Hour Has 22 Minutes de cette année. Donc, comme vous verrez, il aborde le changement climatique de manière satirique, tout en mentionnant explicitement des effets du changement climatique. Maman, papa, je pense qu'il est temps que nous parlions. Comme vous savez, est-ce que vous connaissez les changements climatiques? Je sais que c'est difficile, mais c'est important, d'accord? La Terre passe un moment un peu difficile en ce moment. Il faut rester informé. Oh mon Dieu, je connais déjà, je suis au courant du changement climatique. Mon collègue au travail a trouvé une boîte de VHS et ils disent en fait que c'est un canular des libéraux. Donc, vous pouvez dire à votre collègue que les changements climatiques sont réels et c'est naturel. Est-ce que vous avez remarqué que vous transpirez plus à cause du réchauffement de la planète ou peut-être vous voyez plus de tornades qu'auparavant? Ben voilà, c'est des changements climatiques. Donc, j'espère que ça vous donne un exemple de comment on peut intégrer les changements climatiques dans les programmes de divertissement de manière agréable. Donc, je vais vous présenter des données additionnelles qui nous parlent de la responsabilité que nous avons d'agir sur les changements climatiques. Donc, une grande majorité est d'accord que le CBC a la responsabilité de gérer ses opérations et ses productions médiatiques d'une manière écologiquement durable et une proportion similaire
83% est d'accord pour dire que CBC a la responsabilité d'informer les Canadiens sur le changement climatique. Donc, c'est juste un rappel pour vous dire que, bon, si on ne parle pas directement des changements climatiques, on peut quand même l'intégrer. Donc, c'est juste des matières à réflexion. Donc, le changement climatique est une question que de nombreux habitants au Canada jugent importante, dont ils veulent entendre parler et qui veulent faire quelque chose, et qui n'hésiteraient pas à voir figurer dans leur programme de divertissement. Alors que nous abordons traditionnellement la question du changement climatique sous l'angle de l'actualité ou des documentaires, il y a de la place pour ce sujet dans les programmes de divertissement. Ne craignez pas d'abord ce sujet ou d'avoir des conversations difficiles, car le public est déjà au courant et s'y attend peut-être. Donc, je vais passer maintenant à Yasmine Abbaskour, responsable du développement des programmes non scénarisés sur CBC et CBC Gem, ainsi que Caledonia Brown, coproductrice chez Cameron Pictures Incorporated. Ils vont vous parler des conseils sur la façon de commencer en nous présentant des listes de contrôle du développement durable de la CBC pour vous aider à produire votre contenu de manière plus durable et à intégrer le climat dans vos reportages. J'espérais que j'allais avoir Yasmine ici aussi, mais je suis Caledonia. Je suis avec Cameron Pictures, coproductrice. Je suis une femme blanche avec j'ai décrit qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Bonjour. Je n'ai pas ma vidéo pour l'instant, mais une fois que je l'aurai, vous verrez que je suis aussi une femme avec des cheveux longs bruns que ma mère dirait aurait besoin d'être coupés. Et je suis chargé de développement pour mon département prépare des séries factuelles et on travaille en proche collaboration avec nos collègues du côté du développement. Je me demande si l'administration peut mettre ma vidéo parce que je ne suis pas capable de le faire. Merci. Donc, Chris, la dernière diapo que vous avez montrée était vraiment une excellente point d'entrée, en fait, pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, on est ici pour vous parler de notre checklist, en fait, de durabilité. Donc, Caledonia va vous parler un peu de comment Cameron Pictures a mis cela en œuvre. Et donc, s'il y a des questions, nous serons disponibles à la fin aussi pour prendre vos questions. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, me voici. Si vous voulez suivre, il y a un lien dans l'ordre du jour vers le document de durabilité. Donc, cette liste que nous avons produite est vraiment, c'est pour créer un changement et donc on voulait permettre aux gens de penser au développement et la durabilité au début du processus. Donc, quand une production nouvelle est envoyée, donc on l'envoie vers les producteurs et on leur demande de nous envoyer cela. Donc, c'est un point d'entrée pour. Donc, on a développé ce document à l'interne, donc avec des directeurs, donc des gens qui travaillent dans tous les domaines et on a contacté des producteurs aussi pour avoir leur rétroaction. La rétroaction a été très positive des producteurs externes et ça nous encourage et nous inspire beaucoup de savoir que nous avons des partenaires dans cette initiative. Il y a 2 sections dans le checklist. Il y a des considérations pour les récits et pour la production aussi. Et on voulait s'assurer que c'était très clair dans la partie des récits, qu'on ne voulait pas avoir des sujets dans les documentaires ou dans des séries avec des scénarios d'être impactés de façon négative. Et on a dit spécifiquement, nous vous encourageons de suggérer cela et s'assurer que ça n'ait pas d'impact en fait sur la vérité derrière les productions. Donc, dans chaque section, donc dans le récit et dans la production, merci, voilà, de mettre cela à l'écran. Vous le voyez maintenant. Donc, dans chaque
Oui, vous le voyez maintenant. Dans chacune de ces deux sections, les considérations pour les récits et pour la production, on met les considérations en ordre croissant. Donc, bon, des personnes qui utilisent des énergies renouvelables, réparer des articles, et ça peut être aussi simple, en fait, se promener avec une gourde d'eau. Donc, ce qui a le plus d'impact sur le climat est de commencer à faire des choix qui impliquent d'utiliser, en tout cas de voyager moins pour vos productions ou utiliser des façons écologiques pour se déplacer, bon, des trains, des véhicules électriques, etc. Et c'est une considération qui est devenue d'autant plus possible après COVID. Et donc, il y a une section aussi où on encourage les producteurs d'inclure leurs idées et leurs objectifs en termes de leur production. Donc, notre équipe est très contente de la réception et de cet outil. Donc, on est impressionné aussi par les producteurs incroyables avec lesquels nous travaillons. Donc, ils continuent à ajouter des idées et faire de la rétroaction. Et donc, on va parler maintenant avec une de ces productrices, Caledonia. Elle va nous parler de son expérience. Merci. Donc oui, Cameron Pictures a eu l'occasion de faire un test de ce checklist au début. Donc, on a trouvé que c'était très utile. C'était d'une grande valeur de penser à la durabilité au début du processus. Si on peut rentrer cela dans le récit dès le début, c'est plus facile. Donc, Cameron Pictures a utilisé le projet a utilisé cela pour un projet, donc on l'a envoyé au rédacteur et donc il était très ouvert et donc il a pu proposer en fait des idées pour les personnages, de faire des choses de durabilité. Donc il y a un enfant, par exemple, qui peut dire à son père dans une scène d'arrêter son camion. Quand il y a un scénario, il faut que ce soit organique. Si on sent que c'est forcé, ce serait en fait ce serait pas bien reçu par le public. Et donc, je sais qu'il peut y avoir des soucis, que bon, on fait de la censure ici avec cette liste de contrôle, mais bon, vous forcer l'élimination des véhicules essence à l'écran, mais non, c'est pas le cas du tout. Donc, c'est vraiment juste pour aider de penser à ces choses au début de la production et donc peut-être pour encourager les gens de les intégrer. Donc, on a trouvé ce que la liste de contrôle a en fait lancé une discussion qu'on n'aurait peut-être pas eue avec les producteurs. Donc, c'est pas nécessairement quand tout le monde essaie de garder le cap, en fait, avec la production, bon, c'est plus difficile, en fait, de le faire plus tard dans le processus. Donc, le projet sur lequel nous l'avons utilisé, nous avions donc une salle virtuelle et donc, on n'a pas pu, par exemple, appliquer plusieurs des suggestions du côté logistique, mais si ça s'applique à vous, c'est important de penser à ces éléments au début du processus parce que ça facilite la chose quand vous arrivez à la production, au stade de la production. Donc, je vais voir si on a des questions. Il me semble que non, pour l'instant. Donc, dans ce cas, je vais passer la parole à Angelica et Cameron, et Patrick, pardon, de Cream Productions, qui vont parler de la durabilité devant et derrière la caméra. Désolé, merci à vous deux pour cette introduction et merci à la CBC aussi pour cet événement et pour l'invitation. On est très content d'être là. Donc, on a quelques diapos que nous allons mettre à l'écran et en attendant, je vais me décrire. Je suis une femme avec des cheveux blonds, longs. Je porte une chemise bleue. Nous avons un mur rouge derrière nous. Bonjour, je suis Patrick Cameron. Je suis gestionnaire des opérations ici chez Cream. Je suis un homme avec des cheveux bruns et donc on peut voir l'extérieur en fait dans l'écran derrière nous. Et donc, on va parler des 2 dernières années
ici chez Cream Productions, le travail de durabilité que nous avons fait, qu'est-ce qui fonctionne. Nous allons parler de quelques entraves que nous avons on a pu surmonter. Et donc, on va parler aussi de là où on va y aller à l'avenir. Donc, on espère que cela va vous inspirer de commencer, de partir des efforts de durabilité devant et derrière la caméra. On va passer à la prochaine diapo. Donc, on a des belles images dans cette présentation. On aime mettre la Terre en avant-plan quand on parle de ce travail. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je vais parler maintenant de ce qui est dans la boîte verte ici, ce que nous avons fait. On a fait une grand effort, en fait, pour réduire, en fait, les choses, les déchets à usage unique. Et donc, on a utilisé des emballages compostables. On a acheminé des produits recyclables et des déchets organiques vers les installations appropriées, des emballages alimentaires compostables. Bon, comme j'ai mentionné, plus d'options végétariennes. On pense qu'éduquer les équipes, etc., est importante pour lancer ces initiatives et s'assurer qu'ils deviennent des habitudes. Et donc, on a pu, par exemple, changer on a changé de traiteur, de la personne qui traite les déchets. Et donc, on a changé dans ce sens pour s'assurer qu'ils arrivent au bon endroit. Et donc, on a encouragé aussi les gens de manger moins de viande et donc avoir plus d'options végétariennes. Et on a commencé à rencontrer tous les départements, donc dans la partie de préparation pour parler de ces listes de contrôle que Yasmine et Caledonia ont parlé et parler des différentes initiatives que nous avons au sein de chaque département. Et donc, on a commencé à parler un peu des histoires aussi. Et donc, Patrick va y parler. On a parlé aussi d'utiliser ce contenu environnemental, non seulement pour nos efforts de verdissement, mais aussi de façon générale. Donc, pendant ces 2 ans, nous avions une équipe dédiée pour augmenter ces efforts. Et maintenant, nous commençons à formaliser ce travail. Donc, on a un département qu'on développe. Donc, sa réception est positive. Bon, évidemment, on a eu quelques difficultés aussi en cours de route, mais bon, en général, Cream est toujours ouvert à s'adapter. Notre équipe est très ouverte. Et donc, ça a été vraiment un travail d'équipe pour s'assurer que ces efforts deviennent des habitudes. On va passer à la prochaine diapo maintenant. Prochaine diapo. Donc, pour rendre ces initiatives, pour changer, pour s'assurer que ces initiatives deviennent des habitudes. On n'a pas eu l'engagement qu'on voulait, donc on voulait s'assurer de rappeler les gens que bon, ce sont des initiatives qui vont devenir partie de nos pratiques quotidiennes. C'est pas quelque chose qu'on fait un peu en coulisses. Et ce qu'on a remarqué, bon, quand les choses sont très occupées, nos efforts pour ces initiatives écologiques, bon, tombent sur le côté. Donc, on veut s'assurer de savoir qui est responsable de commander les inventaires et donc qui est responsable de quoi. Et donc, on a créé ce parcours critique que vous voyez à l'écran. On a essayé de montrer juste une partie pour qu'il soit à l'écran, mais est assez long. Et donc, on a fait ces choses un peu de façon aléatoire. Et donc, ce sont des choses qu'on devait intégrer dans notre horaire de production. Et donc, c'est quelque chose que nous avons formalisé avec le temps pour s'assurer que le tout soit adopté et qu'il n'y a rien qui passe entre les mains. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va donner un exemple ici d'une initiative qui n'est pas adoptée tout de suite. Et donc, l'une de ces choses, en fait, était que, bon, faire le changement, faire le virage vers des options végétariennes. Et bon, on a eu des réactions un peu émotives, en fait. On a dû le ramener à l'ordre parce que là, il y avait des gens qui étaient déçus, en fait, qu'il n'y avait pas d'option de viande. Donc, on essaie de regarder quelles sont ces émotions, d'identifier ces émotions et comment
aider les gens, en tout cas, comment encourager les gens de l'adopter. Donc, une question, est-ce qu'on a besoin de partager plus d'informations? Est-ce que j'ai mis dans la boîte ici? Dans- Donc, c'est la différence entre les émissions carbone quand on adopte, bon, quand on mange des aliments végétariens. Et donc, on avait 50 jours de tournage et on avait 2700 repas. Et si on avait servi tout, si tous les repas servis auraient été du bœuf, bon, ça aurait été 26 tonnes de carbone. Et donc, si c'était végétarien, bon, ça aurait été 2. Et donc, ça aide à expliquer aux gens pourquoi nous faisons cela. Et donc, à quel point nous devons pousser ces initiatives aussi. Dans ce cas, on a décidé d'enlever la journée végétarienne. On offre des options végétariennes tous les jours de la semaine au lieu de d'avoir la journée végétarienne. Et donc, on continue à faire de l'éducation et expliquer aux gens qu'est-ce que nous faisons. Donc, on ne veut pas convaincre tout le monde, mais si on peut convaincre assez de gens pour bouger les choses et pour réduire ses émissions, on considère que c'est une victoire et un bon résultat. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre ce qu'Angelica a parlé et je vais mettre un peu de couleur en termes de logistique. Donc, en tant que directeur ici, je peux utiliser les ressources de la compagnie euh, pour appuyer ces efforts. Et donc, notre enthousiasme est fort et donc on a vu beaucoup de croissance en termes des ressources pour atteindre les objectifs que nous avons établis. Et donc, je vois cela comme étant positif. Bon, c'est un processus d'apprentissage et donc c'est comme on développe en fait un nouveau département et on espère que ça va devenir en fait la norme dans notre industrie. Donc, on a des coordonnateurs, des gérants de production, etc. Et bon, on garde une discussion ouverte pour avoir leur réflexion en termes de ce qu'ils ont besoin sur le plateau de tournage, etc. et pour atteindre ces objectifs. Et en fait, on a eu des super, d'excellentes solutions. Donc, comme vous voyez ici, on a quelques adjoints de production qui sont arrivés avec nos programmes de mentorat et ça nous permet d'amener les gens, de s'assurer que ces gens, en fait, ont des postes plus avec plus d'autorité. Ils ont plus d'autorité sur les plateaux de tournage, etc., parce qu'ils ont la capacité, en fait, d'entamer ces initiatives. Donc, voilà, ça a été une excellente solution de combiner les efforts de mentorat avec les efforts de durabilité. Prochaine diapo. So this is the cool, fun stuff. Donc, voici, bon, cela va toucher à ce que les autres intervenants ont parlé. Et donc, le message de verdissement, ben, des messages écologiques ne doivent pas seulement être dans les documentaires. Et donc, on a un narrateur qui voyage partout au monde et qui parle des impacts des changements climatiques avec des gens partout sur la planète. Et donc, ça a été excellent ici parce que ça a permis, ça a créé beaucoup d'enthousiasme avec bon, le président, le PDG et les autres départements parce que, bon, c'est une émission environnementale et on voulait créer du contenu numérique en coulisses. Et donc, notre vice-président de ce côté-là est impliqué avec pour commencer à conter ces histoires euh, écologiques, entre guillemets. Et donc, cela nous permet de faire une ménage, pardon, sur comment sortir ce message, mais aussi de voyager. Mais on voyage évidemment un peu partout sur la planète aussi, donc on essaie d'être vigilant pour s'assurer que nous parlons de l'empreinte carbone et des émissions que nous produisons en créant ces histoires. Donc, la meilleure solution est de mesurer. Donc, on continue à mesurer. On va aussi faire de la capture carbone, bon, en faisant
compensation carbone. Et donc, pour revenir à la liste de contrôle, on va aller à la prochaine diapo. Okay, cool. Voilà, merci. On me dit que je dois terminer. Donc, pour résumer, bon, malgré ces obstacles, malgré les difficultés avec notre personnel à l'interne, on garde la communication ouverte et donc c'est une table ronde et c'est une discussion ouverte et on veut s'assurer que tout le monde puisse partager leurs conseils. Ça ne me dérange pas que ça aille lentement, mais c'est une victoire. Et bon, on va continuer émission par émission pour essayer d'intégrer cette initiative de plus en plus. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou est-ce que c'est le temps de passer à le prochain présentateur? Je pense que oui, on va passer à Trish Williams maintenant, donc directrice exécutive à la CBC. Et la fondatrice de Good Energy. Ils vont parler de comment Ils vont parler du... Bonjour tout le monde. Je suis Trish Williams, directrice exécutive de contenu scripté chez CBC et je suis une femme blanche avec des cheveux bruns. J'ai un arrière-fond ici verte derrière moi. Bonjour, je suis Anna Jane Joyner, fondatrice et PDG de Good Energy, une OBNL de consultation pour l'ère des changements climatiques et notre objectif est de faciliter la capacité d'intégrer le climat et les initiatives écologiques dans le divertissement. Je suis dans la trentaine, je suis une femme blanche et donc j'ai des cheveux presque noirs et donc j'ai notre marque dans l'arrière-fond, en fait. C'est une belle... il y a des coraux et donc ça évoque une scène sous-marine. Bon, un peu de la magie des films. Et donc, je pense que nous avons une vidéo pour lancer la chose ici. La citation que si le climat n'est pas dans votre récit, bon, ben, c'est de la fiction. Si on ne n'intègre pas cela dans les histoires, bon, oui, ça devrait faire partie de nos discussions de tous les jours. Oui, Good Energy essaie d'inspirer le courage face à cette crise climatique. On offre des outils et du soutien aussi pour ceux qui sont assez courageux pour raconter ces histoires essentielles. Nous sommes ici ce soir pour s'assurer que nous recadrons la crise climatique de façon à ce que les gens soient au centre des histoires, surtout des personnes autochtones, noires, brunes, etc. Et donc, notre mission est d'inspirer et intégrer ces histoires qui reflètent le monde actuel dans notre divertissement d'aujourd'hui. Donc, nous avons écrit le playbook pour essayer d'explorer les différentes façons qu'on peut mettre la crise climatique à l'écran, utiliser cela à travers les personnages, etc. Donc, USC a analysé plus de 3700 scénarios de 2016 à 2020. Il y avait seulement 1046, donc 2,8 de ces scénarios scripts qui incluaient des mots-clés sur les changements climatiques. 2,8 c'est très peu. Reconnaître la crise climatique dans nos histoires va aider nos publics à gérer leurs émotions difficiles par rapport à cette chose. Et donc, la chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est d'écrire une super histoire. Donc, chaque histoire que nous racontons aujourd'hui doit intégrer les changements climatiques. Les histoires façonnent notre société, façonnent nos politiques publiques et ont le potentiel de rendre l'impossible concret. Et donc, ce playbook est un outil et ça va vous donner l'inspiration et va vous accompagner pour aider
écrire des histoires sur le changement climatique. Ils sont puissants. Voici le rôle de Hollywood, le rôle d'une vie pour Hollywood. C'est très utile de nous aider à être conscients, de voir ce que Good Energy fait. Donc, j'aimerais commencer en vous demandant comment vous vous êtes impliqué dans ce travail. De plusieurs façons, mais bon, je fais la stratégie des communications environnementales. Je l'ai étudié à Chapel Hill, à l'université. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine. Et donc, toute ma carrière et toute ma vie adulte j'ai passé à travailler sur le climat et donc, mon père, par exemple, est un évangéliste, mais je viens d'une histoire je viens d'une famille qui est conteur d'histoire. Et bon, et donc j'ai été élevé dans la religion et c'est juste un ensemble d'histoires en fin de compte. Donc, je connaissais déjà l'impact qu'une histoire peut avoir. Et donc, quand je me suis embarqué dans le mouvement climatique, bon, j'ai vu qu'il y avait un grand écart. Et donc, avoir des bonnes communications et des histoires aidait beaucoup. Et donc, j'ai continué à bouger, à faire le virage. Et donc, j'ai commencé à faire des cours documentaires. Et donc, j'ai intégré la musique, l'art, etc., dans toutes les campagnes sur lesquelles je travaillais. Donc, j'ai travaillé aussi sur une série sur le changement climatique qui est passée aux ondes en 2013, je crois. Et donc, on a passé un an à essayer de convaincre mon père que le changement climatique était réel. Donc, il y avait un épisode là-dessus. Et donc, cela m'a vraiment... j'ai embarqué sur mon amour, en fait, pour ces récits sur le climat. Et donc, la télévision et les films sont là, en tout cas, des plateformes les plus puissantes pour conter ces histoires. Et ça, on peut... donc, je suis vraiment... Je crois vraiment dans la puissance de ces récits. Donc, pour moi, c'était comme c'était naturel de me concentrer sur le climat et bon, comme vous avez vu, de me concentrer sur le climat dans dans le divertissement. Donc, on a fait un de vos ateliers, votre équipe Good Energy, votre playbook. Et donc, ce qui m'a frappé, c'était à quel point c'était pratique et il le rendait comme cool et le fun. Et donc, une des choses que je voulais vous demander était en fait les mythes et sur les changements climatiques que vous essayez d'aborder dans le playbook. Donc oui, on fait beaucoup de recherches qualitatives et donc on a parlé avec plus d'exécutifs créatifs, etc. Et donc, on s'est basé sur cela aussi, les scénaristes, l'avis des scénaristes et donc les conversations initiales que nous avons eues surtout aux États-Unis, avec les médias où c'est trop politisé et les changements climatiques sont encore trop controversés. Donc, évidemment, il y a plus on n'a plus raison vraiment. Je pense que 75 des Américains d'âge adulte sont inquiets pour les changements climatiques et donc pour l'autre 25 ça a été discrédité. Donc, il n'y a pas un grand écart en termes des conservateurs, des personnes modérées en termes de... Et donc, chez les jeunes, en fait, ça n'a aucun lien avec votre croyance politique. Et donc, 80 des consommateurs veulent soutenir les compagnies qui prennent l'impact social et la durabilité au sérieux. Et donc, on voit que de plus en plus, le public s'inquiète pour le climat.
Et on sait, selon notre recherche, que, bon, les publics veulent voir leurs valeurs incarnées par les personnages qui voient à l'écran. Et donc, l'autre chose, ben, il y avait un côté très scientifique, de politique publique, etc. Et bon, ils ne savaient pas comment aborder les histoires sans que ce soit trop ennuyant pour le public. Et donc, on a encouragé tout le monde de s'assurer que, bon, le récit a besoin d'être divertissant quand même, de se concentrer sur cela d'abord. Non, cela a un impact négatif, en fait, non seulement sur le film, mais sur les changements climatiques parce qu'il n'est pas intégré. Donc, on encourage les gens. Il y a des gens qui m'ont demandé, ben, qu'est-ce qui arrive, en fait, si ça ne fonctionne pas du tout? Si je ne peux pas reconnaître les changements climatiques qui n'est pas authentique, j'ai dit, ben, ne le faites pas. On ne veut pas rien faire qui cause des torts à l'histoire. On veut vraiment les enrichir pour un public moderne. Et donc, je crois aussi qu'essentiellement, nous demandons aux scénaristes de refléter en fait le monde dans lequel nous habitons et donc d'intégrer cette ère de changement climatique. Et donc, ça peut être intégré dans n'importe quelle histoire que nous comptons sur cette histoire, sur cette planète ou dorénavant. Et donc, si nos personnages sont des personnes dans le vrai monde, comment ils vont vivre les expériences du changement climatique dans leur vie. Et quand vous commencez à approfondir cela, on peut voir à quel point. Donc voilà, c'est vraiment notre point de départ. Vous avez couvert beaucoup de choses là-dedans. Et j'ai d'autres questions et je sais que nous devons terminer, mais je voulais vous demander, est-ce que vous avez un conseil pratique sur une chose que les gens peuvent faire, donc un scénariste, quelqu'un qui veut l'intégrer dans leur... Est-ce que vous avez une recommandation? Oui, on encourage les scénaristes d'explorer tout le spectre, donc de montrer des panneaux solaires, des solutions ou les impacts des changements climatiques dans l'arrière-fond, mais de ne pas l'aborder nécessairement dans le dialogue. C'est que ça peut être important de façon psychologique. Donc, on a travaillé avec des experts en matière de psychologie environnementale et donc le public, s'ils peuvent empathiser avec les personnages à l'écran. Bon, ça encourage les gens à le discuter dans la vraie vie. On a des histoires aussi où, bon, ça fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas le point focal. Donc, Glass Onion, par exemple, c'est un film. Bon, ce n'est pas le point focal. Et donc, on a Don't Look Up. Et donc, c'est notre première émission qui est concentrée sur les changements climatiques ou vraiment, le changement climatique est primordial. Et donc, on a des histoires qui n'ont rien à voir avec le climat et d'autres où c'est vraiment intégré de façon exhaustive. Et donc, je pense que le point de départ, c'est de s'impliquer là où vous êtes le plus curieux et donc aller vers vos passions. Et le public va l'apercevoir. Et merci beaucoup, Anne-Jane, pour votre temps aujourd'hui. Et donc, avant de quitter, j'ai une annonce excitante. Et donc, on a vraiment... et c'est important pour le CBC de verdir. Donc, on va payer pour certains ateliers pour l'industrie. Et donc, on va collaborer avec CMA. Donc, on va envoyer un courriel de suivi et on va faire un atelier en juin. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir trouver d'autres informations sur le site de CBC aussi. Donc, on va entendre maintenant de Adriana Chartrand. Elle est analyste de contenu chez Telefilm et elle va parler de la durabilité avec d'un point de vue autochtone. Bonjour. Je pense que je suis maintenant à l'écran. Je suis Adriana Chartrand et donc je suis autochtone et j'ai des cheveux longs, bruns. Mon père était Michad
du Manitoba et ma mère est blanche et comme Trish a mentionné, je suis analyste de contenu et chargé des initiatives autochtones chez Telefilm. Et donc, aujourd'hui, je veux parler de l'importance critique d'inclure une perspective autochtone dans tous les efforts de durabilité, donc dans toute l'industrie, bon, dans la politique publique, c'est très important de mettre. Donc, je vais lire une citation, ça vient de l'Institut international pour le développement durable à Winnipeg, et donc 80 donc les territoires autochtones constituent 20 des territoires à travers le monde et 80 des efforts. Et donc, les propriétés individuelles et donc la dégradation des terres et la perte de biodiversité, les personnes autochtones ont pratiqué la durabilité depuis des millénaires. Et donc, je pense que c'est une excellente citation. Et c'est un bon rappel de comment on a besoin d'intégrer en fait la perspective autochtone, donc et le savoir-faire autochtone. Et donc, je vais vous donner une autre citation maintenant de la définition. Donc, les connaissances autochtones est une façon systémique de penser au système spirituel, biologique, etc. Et donc, c'est basé sur des idées qui sont basées sur la preuve et qui sont acquises avec de l'observation pendant des millénaires et donc à travers plusieurs générations. Et donc, c'est développé pendant des millénaires et ça continue à être développé aujourd'hui. Et donc, je voulais vous parler de cela pour mettre en relief que, bon, les personnes autochtones ont la capacité d'être gardiens de nos terres et on a besoin de les écouter et de mettre cette connaissance, ce savoir-faire au cœur de nos efforts. Ça n'a pas toujours besoin d'être une grande initiative. Si vous êtes au Canada, par exemple, vous êtes sur un territoire et vous faites un film au Canada, bon, il faut savoir à qui appartient le territoire et donc commencer ce genre d'autoréflexion va nous mener probablement à un virage de perception, donc centrer, avoir une vision du monde qui n'est pas basée sur la culture européenne et bon, et c'est vraiment un point de vue, une perspective autochtone. Et donc, il faut changer sa façon de penser. Et je pense que ces deux citations, bon, qui euh, parlent des gardiens des territoires autochtones pendant des millénaires, disent long sur ce que j'ai sur cela. Donc, je veux parler brièvement aussi sur comment Telefilm essaie d'écouter le savoir-faire autochtone avec nos initiatives et nos efforts. Donc, je suis co-directrice d'un nouveau partenariat avec Arctic Indigenous Film Fund. Je ne veux pas aller en trop de détails pour l'instant parce que j'ai presque plus de temps, mais parce qu'on va faire des annonces plus tard cette année aussi. Donc, un festival de films. Et donc, on va demander un rapport, deux rapports, en fait, qui va regarder des scénaristes dans l'Arctique et donc les défis en lien avec les changements climatiques. Et bon, ils vont considérer aussi la durabilité en termes de ces communautés isolées. On a aussi le programme de formation qui s'appelle le programme de témoignage et je serais content de discuter davantage, de partager plus sur cela dans les mois à venir. Donc, c'est tout pour moi et donc je vais le passer à Lisa Supa et Alicia Katawa. Merci. Hi, everyone. Bonjour Thanks tout so le much. monde et merci beaucoup. Je suis Letitia et je suis chargé de l'environnement chez CBC. Et donc, je suis une femme noire et je suis content de discuter avec Alicia ici aujourd'hui pour dire à quel point des outils que nous utilisons. Je suis content de vous voir, Lisa. Bonjour, je suis Lisa Supa. Je suis responsable de développement durable chez Telefilm et je suis assise ici de mon bureau à Toronto
Je suis une femme avec des cheveux foncés bruns et donc j'ai des lunettes aussi. Et je suis contente de vous parler aujourd'hui, Letitia, et merci à CBC pour cette excellente discussion. Donc, étant donné le nombre de personnes dans le public aujourd'hui, nous savons que, bon, l'intérêt pour la production durable est assez forte. Et donc, est-ce qu'on peut parler de Telefilm et son approche envers cette production durable et les efforts que vous avez faits pour valider les choses que vous avez faites pour valider ces efforts? Je pense que oui, on a des diapos ici. Donc, merci. Je veux donner une idée de là où nous en sommes en termes de notre engagement vers la durabilité. Nous avons lancé le premier stade de notre plan l'année dernière chez Prime Time. Et donc, vous avez entendu ma collègue brillante Adriana et on voulait s'assurer d'avoir une bonne approche. Et on était inspiré par la perspective autochtone. Et donc, après avoir écouté Adriana, comment on peut ne pas être inspiré, en fait? Donc, est-ce qu'on peut revenir à l'autre diapo? Merci. Donc, ce que nous voulions faire en termes de notre approche, bon, on voulait s'assurer que la durabilité touche tout ce que nous faisons, comment nous travaillons et que ce soit dans tout ce que nous faisons. Donc, non seulement en tant que promoteur ou comme donc, ça inclut tous les pavillons et les festivals internationaux, aussi en tant qu'employé. Donc, le cadre pour toutes nos discussions et l'espoir pour avoir un impact passe par les partenariats. Et aujourd'hui est un excellent exemple de l'importance de ce partenariat et avoir ce type de cadre. Et donc, je veux aussi reconnaître que nous avons été inspirés par les personnes qui mènent ces efforts au Canada, les agences au niveau provincial et le CBC aussi, mais nos partenaires internationaux aussi. Ces partenaires sont tellement importants à cause de la présence du Canada. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, l'une des premières choses que nous avons fait, CBC et d'autres partenaires nous ont permis de contacter l'industrie. Donc, on voulait comprendre qu'est-ce que les producteurs et nos parties prenantes sentaient par rapport à cette priorité, à quel point c'est important pour eux et quels outils ils voulaient avoir, ils avaient besoin pour l'aborder. Donc, comment on pouvait les soutenir. Et donc, je vais juste aborder les deux premières choses tout d'abord. Donc, à droite, donc, connaissance des meilleures pratiques et les incitatifs financiers pécunier. Donc, nous avons lancé plusieurs études de cas avec plusieurs partenaires qui sont sur l'appel aujourd'hui. Nous avons regardé plusieurs reproductions différentes pour voir quelles étaient les difficultés, quelles sont les meilleures pratiques. Et aussi, certaines de ces études de cas traversent différentes régions au Canada. Et je suis contente d'annoncer qu'il y en a un qui, en fait, qui a été terminé et lancé avec nos partenaires au Québec. C'est un film, le meute de Philippe Poitier. Et donc, l'autre que nous avons entendu était de reconnaître, en fait, les différentes façons de travailler et le soutien financier que les producteurs ont besoin. Et donc, cela nous a mené à la prochaine diapo. Donc, de revoir notre modèle de budget. Et donc, c'est un standard pour l'industrie. Et nous avons regardé quelles sont les choses de durabilité que les gens ont besoin d'inclure dans leur production. Et quand nous avons eu cette occasion, on a regardé aussi des éléments qui créeraient euh, euh, un plateau de tournage plus inclusif et plus durable. Donc, on s'est tourné vers plusieurs partenaires clés. Je pense qu'on a consulté 18. J'en nomme que quelques-uns. Donc, toute votre intelligence et expertise nous a aidés à façonner ce budget plus inclusif. Et on sait que c'est un outil financier. Je pense que vous savez cela, le Tichet, mais c'est aussi un outil de planification. Et je comprends que CBC a plusieurs excellents outils que vous utilisez pour soutenir les producteurs aussi. Oui,
C'est vrai, donc on bâtit une grande panoplie en fait de ressources durables et on continue à en ajouter. Donc, on veut vraiment aider les partenaires à intégrer la durabilité environnementale dans leur production et dans leur récit. Et donc, ici, vous allez voir un des outils de planification que nous avons créé et ça a déjà été discuté par Caledonian Yasmin. Et donc, c'est la liste de contrôle de durabilité, de développement de durabilité. Et comme vous savez, bon, on va rendre cela disponible après la présentation. CBC animé plusieurs événements aussi. On a eu des tables rondes avec plusieurs parties prenantes, groupes pour aider à faire à polliniser ces idées partout dans l'industrie. On a aussi un guide de production qui est disponible publiquement et ça parle sur tous les aspects de la production et comment on peut les rendre plus écologiques. Et donc, comme ça avait mentionné, nous avons intégré le calculateur d'alerte Albert. C'est un excellent outil qui a été conçu pour l'industrie du film et donc on peut suivre nos émissions de carbone et on peut regarder tout, tous les aspects de comment les émissions impactent, tous les aspects de la production impactent les émissions. Et donc, c'est une stratégie pour essayer de réduire le gaspillage, etc. Et donc, la prochaine diapo, vous voyez comment Albert peut être utilisé pour façonner les décisions, influencer les décisions. Et donc, ici, on voit combien de CO2 serait émis si on envoyait un membre d'une émission, si on prend l'avion au lieu de prendre un train. Donc, on fait des comparaisons en temps réel et ça nous permet de sélectionner les options qui sont les meilleures pour la planète sans faire trop de compromis. Et donc, c'est important de noter aussi qu'il n'y a pas un mauvais rapport d'empreinte carbone. C'est juste en fait, un point de référence qu'on veut utiliser pour voir où on en est. Donc, je sais qu'avec ce calculatrice, bon, et les gens ont peur d'avoir un chiffre qui est trop élevé, mais ce n'est pas ce qui compte, en fait. Ce qu'on veut faire, c'est de savoir où nous en sommes et quelles opportunités il y a pour s'améliorer. Donc, je sais que nous avons partagé plusieurs ressources déjà, et donc, la prochaine diapo, on fait un petit aperçu, et donc, il y a des liens qu'on peut cliquer, et ce serait disponible, comme j'ai dit, après la présentation. Avant de terminer, j'ai entendu Telefilm commence à engager avec la production sur leur plan en matière de durabilité. Donc, oui, on a commencé cela dans la dernière année. Et donc, oui, c'est sur une base volontaire pour l'instant. Et donc, on demande à ce que ces compagnies nous soumettent leur plan de production. Et donc, on voit beaucoup de travail en cours qui nous inspire. Et donc, c'est un peu la même chose qu'on essaie de faire avec cette mise à jour sur le budget. Et donc, juste être plus conscient et avoir une approche où on est conscient, en fait, à partir du développement pour considérer une approche plus durable. Oui, je pense que c'est tellement important pour nous de reconnaître que oui, il y a des coûts environnementaux, mais il y a tellement de façons de les atténuer. Et faire ne veut pas dire qu'on doit réduire la qualité des histoires que nous contons. Et donc, il y a tellement de superbes ressources qui sont disponibles pour le rendre possible. Donc, merci beaucoup, Elisa, pour votre temps aujourd'hui. On va maintenant passer la parole à Tracy Friesen à CNPA qui va nous parler de recherche des recherches révolutionnaires qui va peut-être mettre en question vos idées sur la difficulté d'intégrer ces initiatives écologiques. Bon, oui, je suis là pour parler du cadre budgétaire et les implications. C'est de cela que je vais parler. Je ne me vois pas à l'écran. Je veux m'assurer que tout le monde me voit. Oui,
Je vais continuer. Je suis une femme blanche dans la cinquantaine avec des cheveux blonds et je vous appelle de ce bureau avec des murs verts sur les territoires de plusieurs Premières Nations. Je suis vice-présidente de la succursale de CMPA, pardon. Et donc, ça m'est arrivé naturellement. J'ai passé plusieurs années, en fait, avec l'ONF et donc, j'ai pu travailler sur des documentaires. Et donc, ensuite, j'ai fondé un organisme de bienfaisance qui essaie d'amplifier, en fait, l'impact dans le film. Aussi, j'ai passé plusieurs années dans la David Suzuki Foundation. Et donc, ce travail sur la première ligne et de voir l'urgence climatique au premier plan a mené à plusieurs motivations et initiatives pour moi. Donc, je crois dans la puissance de la capacité des médias d'influencer des changements sociaux. Et donc, l'autre est les incroyables occasions ou opportunités dans ce secteur de télévision et de film, d'être un leader, en fait, dans termes de ces initiatives. Donc, je vais maintenant aller entrer en détail sur ces pratiques durables. Donc, je veux reconnaître tout d'abord deux anciens collègues, Marcia Newbury, qui est avec Thunderbird maintenant, et Marcia Douglas, que vous allez entendre pour avoir lancé cette initiative chez CMPA. Donc, le travail a été fait par Earth Angel et Melissa Felder spécifiquement, experte qui a vraiment approfondi, fait une recherche profonde, en fait, sur tout cela. Donc, on va parler un peu des choses que nous avons apprises et aussi des actions que nous allons prendre et aussi l'étendue. Donc, c'est un peu dense. C'est une courte version d'une présentation qui est disponible en anglais et en français sur le site web du CMPA. Et il y a un grand rapport de 100 pages et plus qui sera publié le mois prochain. Donc, le champ d'application ici, nous avons gardé 6 centres de production au Canada, donc dans 4 zones spécifiques. Et donc, on les a sélectionnés parce qu'ils avaient le plus de potentiel pour avoir un impact environnemental, donc les génératrices, bon, des studios, des véhicules et les déchets. Donc, je veux dire que RH et main-d'œuvre n'ont pas été impliqués dans ce projet de recherche, mais nous reconnaissons qu'il y a des coûts associés avec des experts en matière de durabilité dans vos projets. Voici une diapo qui montre la profondeur du travail de la recherche qui a été faite par Melissa. Pas de surprise ici. Donc, il y a une prime verte pour plusieurs de ces champs. Et donc, on veut amener des infrastructures. Il peut y avoir des coûts associés avec cela. Donc, avec différents coûts. Mais toutefois, il peut y avoir des épargnes. On peut épargner aussi, donc des économies. Une chose que nous avons regardé, comment la prime peut être compensée par ces économies quand on pense à intégrer ces aspects écologiques. Et donc, vous allez pouvoir regarder ça plus en profondeur quand le rapport sort. Aussi, vous regardez la présentation complète, mais cette diapo donne une indication de la prime en tant que coût, les aspects opérationnels et les économies en termes de GES qui sont quand même importantes. Donc, à long terme, en termes de l'infrastructure et il y
a de la demande qui va augmenter et on va voir plus de disponibilité et d'accès pour les producteurs. Et bon, cela va avoir un impact sur les types de dépenses qui seront ressentis, mais qui vont baisser, qui vont descendre avec le temps. Donc, en fin de compte, cela a été fait sur un style de budget à 10 millions de dollars. Donc, un modèle juste pour faire la recherche. Et donc, avec ces éléments, les économies en termes de GES dans ce cas étaient de 121 tonnes. Donc, le film moyen peut être très différent en termes des tonnes. Les GES général était comme dans par là, 120 tonnes. On a vu dans d'autres, ça peut être jusqu'à 400 ou même 1000 tonnes. Donc, ça nous aide beaucoup là, en termes de nos réductions de GES. C'est important de noter qu'il y a des différences régionales selon les politiques publiques et les types de systèmes d'énergie qui sont déjà en place. Et donc, on reconnaît que l'accès à l'infrastructure est différent en fonction de là où vous êtes situé au pays. Donc, quelles recommandations avons-nous? Passer ici aux 4 recommandations et je reconnais que, bon, il y a plus grands avantages en termes d'économie de GES pour certaines initiatives et aussi il y a des coûts qui sont différents. Donc, on peut le regarder plus en profondeur. Il y a 2 fois plus d'informations dans la présentation sur notre site Web. Donc, les véhicules électriques élevés. Donc, les génératrices, bon, on parle ici de génératrices écologiques, mais on utilise aussi des génératrices qui utilisent l'hydroélectricité. Bon, c'est élevé. Et donc, ici, les studios, il y a certainement beaucoup d'opportunités ici avec d'autres sortes de financements qu'on peut avoir dans le secteur pour soutenir les studios dans leur virage, leur transition pour devenir plus écologiques. Prochaine diapo. Et les déchets et la circularité. Donc voilà, ça a le moindre impact de la perspective des GES, mais c'est un point d'entrée aussi. Donc les équipes sont déterminées et veulent être impliquées dans ce processus et souvent, c'est la façon la plus évidente de le mettre en œuvre. Donc, on soutient beaucoup aussi cette initiative malgré. Donc, en terminant, ce travail est vraiment une belle occasion pour les producteurs et tout le monde qui travaille dans le secteur pour voir où on peut commencer avec les éléments qui ont le plus d'impact pour réduire en tout cas les émissions de GES et augmenter notre potentiel en tant que secteur pour être très durable et réduire notre empreinte carbone générale. Et j'ai bien hâte d'approfondir tout cela, toute cette recherche en travaillant de pair avec vous. Je vais maintenant tourner la parole, passer la parole à nos prochains présentateurs, Amanda Scalzi et Elsa Taganaga. Merci. Merci, Tracy. Est-ce que tout le monde me voit? Je vais juste attendre qu'Elsa apparaisse à l'écran. Great. So thanks for joining us. Super, merci de vous joindre à nous. Je suis Amanda Scalzi. Je suis une femme blanche avec des cheveux bruns. Je suis dans la trentaine et dans l'arrière-fond, c'est un peu sombre, mais il y a des livres et je suis ici à mon bureau chez moi et je suis conseillère principale en développement durable pour CBC Canada et donc c'est nos bureaux et nos sites de production partout au pays. Je suis une femme d'origine japonaise, canadienne, et donc je suis dans la vingtaine et je porte des lunettes. Je suis assis ici dans mon bureau chez moi, mais en fait, on ne voit pas mon arrière-fond. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de déchets. Est-ce qu'on peut monter les diapos, s'il vous plaît? Merci. Donc, pour ma partie de la présentation, je vais vous parler de Oscar, une technologie
d'intelligence artificielle et aussi des initiatives pour prévenir les déchets d'aller vers les sites d'enfouissement. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comment un robot, ce robot Oscar peut nous aider à contrôler nos déchets ou réduire nos déchets. Donc, qu'est-ce qu'Oscar? Il est un assistant d'intelligence artificielle qui peut aider les gens à trier les déchets de façon appropriée. J'ai un exemple ici dans notre bureau à Montréal et vous voyez qu'il y a une caméra qui voit l'article et Oscar va interagir avec l'utilisateur avec l'écran. Donc, prochaine diapo, nous avons un programme pilote que nous avons sur deux de nos sites les plus grands à Toronto et à Montréal. Et les deux Oscars sont dans des emplacements un peu différents. À Toronto, c'est dans l'une des entrées de l'édifice et à Montréal, il est dans un cafétéria. Donc, les interactions qu'il va avoir seront un peu différentes en fonction de ces deux emplacements. J'ai une vidéo ici. Cette vidéo. C'est possible de jouer la vidéo? Sinon, je vais la décrire. Donc, j'avais une vidéo ici. Ça démontre en fait quelqu'un qui arrive devant Oscar. Il va le sentir et l'écran va changer. Une espèce d'écran plus interactif et l'individu peut mettre l'article devant la caméra. Donc, il voit, par exemple, que c'est un verre de café. Donc, il va demander à l'utilisateur de mettre la partie carbone, de carton dans la partie appropriée et de mettre le verre en tant que tel dans une autre section. Et donc, pourquoi on a besoin d'avoir un robot pour nous aider à trier nos déchets? Bon, il y a plusieurs avantages d'avoir Oscar sur notre équipe en tant qu'ambassadeur de déchets. Et la première, en fait, la première composante, c'est l'éducation. Donc, il y a différentes règles sur le recyclage, etc., dans différentes municipalités. Et bon, je vais utiliser Toronto comme exemple. Donc, notre fournisseur de gestion des déchets. Donc, ici, il recycle des verres de café et les couvercles aussi noirs. Donc, notre fournisseur les accepte et donc c'est pour cela que nous l'avons programmé, notre Oscar à Toronto, de les mettre dans la partie de plastique. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'habitaient pas, qui habitaient à Toronto, les plastiques, certains plastiques ne sont pas acceptés et bon, certains verres de café ne sont pas acceptés non plus. Et donc, cela nous prévient en fait d'avoir de la confusion. Et donc, il est très engagé. Et il veut être partie de la solution et donc, ultimement, il nous aide à réduire la contamination de nos déchets et d'éviter, en fait, qu'ils soient dirigés au mauvais site. Donc, on voit ici l'expérience de l'utilisateur. Donc, il interagit avec Oscar, il met son article dans la boîte appropriée. Mais Oscar fait la collecte de beaucoup de données aussi et donc, il va voir les articles qui sont jetés le plus souvent. Donc, par exemple, à Toronto, ce pilote est en cours depuis 6 mois environ et on a quelques mois de données. Et on voit que les articles qui sont jetés le plus souvent pour le site de Toronto, n'oubliez pas que c'est dans une entrée, donc les gens qui arrivent ont sûrement un petit bagel et un café, ils vont au bureau. Et donc, c'est les serviettes de table, en fait, qui sont jetées le plus souvent. Et c'est aussi la serviette de table qui est mal dirigée le plus souvent et donc qui ne va pas dans le bon bac. Et donc, souvent, les gens les mettent dans le compost. Et donc, avec Oscar, on a pu créer un message qui fait un petit rappel aux gens de mettre leur napkin, leur serviette de table dans le compost, pardon, parce que c'est là où on veut l'envoyer. Je vais passer maintenant à ça. Je suis la gérante de durabilité de Sarah's 22 Minutes et donc sur le territoire des Mi'kmaq. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour parler de la diversion des déchets sur les plateaux de tournage. Donc, je veux parler des idées
que nous avons eus pour éviter que les articles de production arrivent au site d'enfouissement. Donc, comme l'autre panéliste ont mentionné, l'environnement est critique pour avoir des impacts qui durent. Et donc, avec cela en tête, notre groupe de durabilité a rencontré tout le monde et tous les départements pour leur dire qu'on était là pour les soutenir dans leurs idées et sur la durabilité. Donc, on voulait favoriser un sentiment d'appropriation pour le changement climatique. Et donc, on a introduit aussi l'idée de l'économie circulaire, qui est une façon alternative de consommer les produits. Donc, au lieu de consommer et de disposer, donc, on veut réutiliser les choses. Et donc, si on a besoin d'acheter un produit, on essaie d'acheter des choses seconde main et de les remettre à niveau. Et donc, on est allé un peu plus loin et donc, on fait des ventes de trottoirs. Donc, notre département notre département, donc on a encouragé l'équipe et bon, le personnel à faire tout de façon électronique et ne pas imprimer du papier. Donc, avec cette technique de communication et d'éducation, nous avons pu réduire 3 000 pages de papier par semaine, donc des économies de 5 arbres par année. Et donc, on a réduit aussi la consommation des bouteilles et donc les canettes d'aluminium aussi de 25 Et donc, on a eu des centres pour le lavage. Et donc, cela nous a permis aussi de réduire notre consommation. Et donc, on a aussi un distributeur qui est durable aussi. Donc, une machine à distribution. Donc, des articles donnés comme on a donné plusieurs articles aussi à des abris et donc cela nous a permis aussi d'éviter d'avoir des déchets. Donc, on a acheté aussi des articles de notre magasin zéro déchet local et donc on utilise on donne tout en fait. Donc, les petits bouts là, qui restent, on essaie de donner une nouvelle vie à ces articles avant de recycler, mais le recyclage est meilleur que le site d'enfouissement. Donc, on s'assurait que bon, toute l'équipe était au courant des différentes options de recyclage. Donc, notre municipalité recycle tous les articles normaux. On travaille avec TerraCycle aussi, qui offre des programmes de recyclage pour plusieurs articles au niveau fédéral. Toutes sortes d'articles. Je vous encourage à aller voir cette compagnie. On profite aussi des programmes de Staples et Bureau en gros et IKEA, des programmes gratuits pour recycler différents articles. On vous encourage aussi à chercher d'autres alternatives au site d'enfouissement et de s'assurer que vous êtes au courant des options de recyclage. Donc, peu importe qui vous êtes en termes de la production, vous avez le pouvoir et vous avez la responsabilité de prendre et de mettre en œuvre des actions durables. Donc, s'il y a quelque chose auquel on peut donner une nouvelle vie, bon, assurez de le faire. Soyez la personne, en fait, qui suggère des options électroniques au lieu des options papier. Utilisez une gourde réutilisable sur les plateaux et encouragez les gens à composter. Vous avez l'influence, la connaissance et l'intérêt pour assurer que vos plateaux sont plus durables et d'éviter d'envoyer des choses vers le site d'enfouissement. J'ai bien hâte d'entendre vos histoires pour l'année prochaine. Donc, ensuite, nous avons Marsha Douglas, qui est directrice pour Canada Media Fund. Bienvenue, Marsha. Bonjour, je suis Marsha Douglas. Je suis vice-présidente de Inclusion. Je suis une personne d'âge d'or. Je suis assise dans une salle assez ouverte dans un centre de conférence. Et donc, merci de m'avoir aujourd'hui. Je vais prendre un moment pour reconnaître tout le travail que tout le monde sur cet appel et surtout CBC de nous ramener ensemble, de nous rassembler
Et donc, je vais vous donner une mise à jour rapide de CMF. Et donc, merci d'être là. Alors, CMF a introduit plusieurs nouvelles initiatives cette année, donc des programmes 2023-24. Donc, nous avons acheté la calculatrice carbone. Il y a Albert qui est soutenu par CBC et plusieurs autres commissions de films provinciales en Ontario, etc. Mais nous sommes ouverts à n'importe quelle calculatrice que vous voulez utiliser sur les productions. Et bon, il y a un seuil évidemment, mais bon, vous pouvez regarder, vous pouvez avoir plus d'informations sur cela sur notre site web. La raison pourquoi on est rassemblés ici aujourd'hui, c'est de discuter de l'inclusion des coûts admissibles dans la production à toutes les phases, tous les stades. Donc, reconnaître que le virage vers des pratiques de production plus durables peut impliquer de nouveaux coûts et on veut s'assurer que tous ces coûts qui sont raisonnables soient admissibles et donc essayer d'inclure ce que vous avez besoin à partir de développement jusqu'à la production. Donc, comme exemple, dans le développement, vous voulez embaucher un consultant en durabilité, par exemple. Donc, dans tous nos formulaires de demande, vous allez voir des menus déroulants, en fait, pour toutes sortes de choses qui arrivent en termes de production. Donc, on essaie de faire la collecte de plus de données que nous allons partager avec différents partenaires de l'industrie pour essayer de soutenir ce virage et ce changement. Je veux noter c'est que bon, on a une question sur les pénalités. Donc, si vous sélectionnez que vous n'avez rien fait, donc bon, non, il n'y a pas de pénalité pour ça, mais c'est important d'inclure ce que vous voulez faire, en fait, y compris toutes les initiatives que vous avez vues aujourd'hui. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Donc, je vais passer la parole encore à Sally. Merci beaucoup, Marsha. Je vois que, bon, le temps est écoulé, donc je vais essayer d'être rapide. Non, mais je vais vraiment remercier tout le monde qui a partagé leur sagesse et leur expertise aujourd'hui. Je l'ai trouvé très inspirant et vraiment motivant. Donc, l'enregistrement de cette session sera disponible sur le site Business and Rights de CBC sous l'onglet de ressources vertes. Et donc, on va envoyer un lien vers cela sur toutes les présentations qu'on a entendues aujourd'hui et comment vous pouvez vous inscrire aussi sur CBC Good Energy et les ateliers. Donc, je vais aussi remercier tout le monde en coulisses, Audrey Lardy, Rhonda Redwood, qui ont fait l'aspect technique et les présentations aujourd'hui. Letitia Tegua, aussi Lisa Clarkson, qui était vraiment derrière tout cet événement. Donc, nous espérons que les orateurs fantastiques que vous avez entendus aujourd'hui vous inciteront à prendre en compte ou approfondir la question de l'environnement dans toutes les décisions que vous prenez en matière de production. Le plus petit changement peut faire la plus grande différence. En fait, je conclurai en disant que nous, chez CBC, voulons vraiment vous aider à être vert facilement. Donc, nous espérons organiser chaque année une session de ce type, Seeds of Change, afin de pouvoir suivre nos progrès et célébrer nos réussites. Donc, les personnes au Canada et qui travaillent dans le secteur accomplissent de grandes choses. Elles font la différence. Donc, rien qui étant présent aujourd'hui, vous êtes tous concernés. Donc, je vous remercie.